Igal Palmont, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Je rappelle que vous êtes directeur du département des communications au sein de l'Agence juive, directeur général du département des communications au sein de l'Agence juive, et que vous avez été pendant de nombreuses années porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et nous voudrions parler avec vous de l'actualité, on va dire, diplomatique et de la tension diplomatique entre Israël et la Pologne depuis maintenant une semaine. Alors on se pose beaucoup de questions concernant ces relations et concernant la décision du gouvernement polonais, en tout cas des parlements, du Parlement et du Sénat polonais, de voter cette fameuse loi très controversée. La question que je vous pose, la première question, en tant que diplomate, quelle mouche a piqué les Polonais? Parce que jusqu'à présent, on peut dire que la Pologne et Israël entretenaient des relations extrêmement cordiales, chaleureuses, très solides sur le plan commercial. On peut parler de la Pologne comme d'un pays qui est un des pays les plus pro-israéliens en Europe aujourd'hui. Pourquoi les Polonais se sont accrochés sur ce projet de loi, sur cette loi, et pourquoi ils sont allés si loin sans tenir compte des mises en garde ou en tout cas des sollicitations des Israéliens? Oui, il faut d'abord expliquer que pour les Polonais, cette loi ne vise pas du tout les Israéliens. Ils ont été très surpris, ils sont toujours surpris de voir les réactions israéliennes qu'ils ne comprennent pas. La loi intervient sur un fond je dirais, de ras-le-bol polonais général, face à des expressions comme les camps de la mort polonais, puisque les Oui. camps de la mort ont été construits et dirigés par des Allemands nazis, bien sûr, mais quand le président Obama, par exemple, dans un discours officiel, prononce cette phrase, camp de la mort polonais, camp polonais, ils sont exaspérés, agacés au possible et demandent évidemment que le président retire ses paroles, ce qu'il avait fait. Mais dernièrement, la radio publique allemande, Oui. n'est-ce pas, a encore utilisé cette expression. Mais c'est une chose, Igal, de parler spécifiquement de cette terminologie, les camps de la mort polonais, qui est effectivement une erreur, on va dire, historique de parler ainsi, et c'en est une autre que de dire il faut totalement distinguer le rôle des nazis de ce que le peuple polonais a commis. C'est-à-dire de légiférer à ce niveau-là. C'est-à-dire on ne pourra plus dire qu'il y a eu des Polonais qui ont collaboré avec les nazis pendant la guerre. Exactement, exactement. Et là, exaspéré, et on peut le comprendre, le gouvernement polonais monte d'un cran, voire de deux, voire de trois, et veut légiférer non seulement sur la question de la dénomination des camps, mais sur les responsabilités que porteraient ou que, selon on, ne porteraient pas les Polonais pendant la guerre, pour des atrocités commises sur le sol polonais. Le gouvernement polonais reflète un mouvement d'opinion extrêmement fort qui veut voir dans le peuple polonais une victime, une double victime de la barbarie nazie et de la barbarie soviétique, ce qui n'est pas faux historiquement, mais une victime seulement et jamais un acteur ou un agent ayant commis lui aussi des atrocités. Donc la loi, le texte lui-même dit qu'il pénalise ou criminalise toute responsabilisation de la nation ou de l'État polonais dans des crimes ayant été commis pendant la guerre. Alors, on peut dire oui, ils sont contre la généralisation, parce qu'on ne peut pas dire le peuple polonais. Oui. Il y a eu des Polonais quand même qui ont sauvé des Juifs. Il y a je crois des centaines de Juifs parmi les nations. Il y a des milliers, il y a plus de 7000 juifs, 7000 je pense qu'il y a 7000 justes des nations polonaises. C'est un tiers des justes des nations. C'est la nation qui a le plus de justes au Yad Vashem. Exactement, exactement. Et c'est vrai qu'il y a eu des armées de résistants, de gauche comme de droite. Il y a eu le gouvernement en exil et une armée polonaise qui avait combattu aux côtés des Alliés. Tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Il n'y avait pas eu de gouvernement de collabo, comme par exemple Vichy ou le gouvernement fasciste en Italie, bien sûr. Tout cela est vrai. Mais quand on veut légiférer sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, là commence le problème, parce que ce n'est plus le fond historique qui est en question, mais le discours public, le discours
érigé par une loi, et on voit arriver avec ce processus de législation tout un discours public totalement nauséabond qui va bien au-delà de ce que dit le texte à proprement parler et qui souhaite nettoyer entièrement et dédouaner entièrement les Polonais de tout crime possible ou imaginable. Ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais... Ce sont les Juifs, on entend ça aussi, ce sont les Juifs qui ont collaboré avec les nazis, etc., etc. Donc c'est le discours engendré par ce genre de processus de législation très restrictif qui est dénoncé. Et le Premier ministre israélien, en parlant avec son homologue polonais, a souhaité que nous travaillions ensemble pour, non pas pour annuler la loi, mais au moins pour la réécrire de telle façon qu'elle n'entrave pas la liberté d'expression, pour qu'on puisse quand même parler de crimes de guerre ayant été commis par des Polonais. Des Polonais, d'accord, pas les Polonais, mais des Polonais. Il y en a eu des terribles. Il y a eu des massacres de milliers de Juifs perpétrés par des Polonais, pas par des Allemands. Par des Polonais qui s'étaient portés volontaires pour spolier et tuer des Juifs. Et même juste après la guerre, quand des Juifs sont rentrés chez eux, on connaît le cas de Kielce, où des Juifs rentrés chez eux, rescapés de l'Holocauste, ont été massacrés par centaines par les habitants polonais. Donc de tout cela, il faut parler librement, et la loi, le texte tel qu'il a été rédigé, ouvre la porte à un grand silence imposé officiellement par le gouvernement. Et alors, ce qui est le plus surprenant dans cette affaire, c'est que on avait l'impression justement que ce dialogue avait été initié donc à la demande, après une conversation entre les deux premiers ministres, et puis finalement le Sénat polonais a voté mercredi soir cette loi, il l'a validée. Et on a l'impression même, et on le redoute en Israël, que même le président polonais aille jusqu'au bout et valide cette loi. Comment se fait-il que ce dialogue n'ait pas eu lieu, à votre avis? Ou alors est-ce que et là c'est un point important peut-être aussi que l'on pourrait peut-être est-ce que véritablement on assiste à un changement d'orientation de la Pologne? Est-ce que aujourd'hui le gouvernement polonais, avec on va dire une forme d'extrême droite polonais plus nationaliste, joue une carte un peu jusqu'au boutiste pour on va dire disculper totalement la Pologne, mais au prix même d'un ralentissement de ses relations avec Israël? Oui, je crois que depuis un certain temps déjà, le gouvernement polonais joue la carte du populisme à tout casser. Il a déjà, ce n'est pas la première initiative de législation qui a créé un tollé. L'Union européenne a déjà averti, a déjà sorti un carton jaune à la Pologne, n'est-ce pas, jusqu'à récemment, ils ont sorti un carton jaune pour encore une autre initiative qui allait dans ce même sens de nationalisme exacerbé et de xénophobie. On a vu dans les rues de Varsovie un défilé néo-nazi que le gouvernement n'a pas tenté d'arrêter ou de canaliser, évidemment pas d'interdire, donc c'est très grave. Quand je dis néo-nazis, c'est des néo-nazis, des gens qui crient mort aux Juifs, vive la race blanche, vive les Ariens, la Pologne aux Blancs, enfin, les Juifs hors de Pologne, des trucs comme ça. On croit cauchemarder quand on voit ça. Et le gouvernement ne réagit pas. Donc je crois que dans la conversation entre Netanyahou et son homologue Morawiecki, son homologue polonais, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû y avoir un malentendu. Soit Netanyahou a compris que son homologue voulait attendre avec cette loi jusqu'à ce que nous ayons ce dialogue, soit le Premier ministre polonais a été pris sous la pression et s'est rétracté. Il a décidé de laisser faire le Parlement, le Sénat, pour que le processus aille vite et pour que lui n'apparaisse pas comme ayant cédé aux pressions des Juifs. C'est aussi une possibilité.
En tout cas, il est clair que les Polonais ne voulaient pas du tout discuter du texte avec Israël. Alors, ça nous amène justement au deuxième sujet dont je voudrais parler avec vous, c'est l'antisémitisme, parce que si effectivement, comme on le constate en Pologne, eh bien, ce populisme, cette recrudescence du populisme s'accompagne aussi d'une recrudescence de l'antisémitisme. Peut-être, on peut citer d'autres pays d'Europe centrale comme la Hongrie également, où il y a une sorte il y a un très net retour vers le nationalisme. Vers le nationalisme. Est-ce que vous avez le sentiment, et là je parle à vous en tant aussi que directeur général des communications de l'Agence juive, que l'on assiste à une sorte de réveil de l'antisémitisme en Europe, qui se traduit aussi en France aussi, hein, puisqu'il n'y a pas plus tard que 2 jours, le Premier ministre français, Édouard Philippe, a parlé, a reconnu qu'il y avait une forme d'antisémitisme, de nouvelles formes d'antisémitisme cruel et violent. Vous le sentez, en tout cas, vous, à travers les émissaires de l'Agence juive, ce que l'on dit à l'Agence juive autour de ce qui se passe en Europe? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors vous avez parlé de la France, je crois que tous nos auditeurs connaissent bien la situation de la France. Évidemment, ce n'est pas un antisémitisme gouvernemental, oui, bien sûr, mais il est dans la rue et on le sent. En Hongrie, en Pologne, c'est un antisémitisme inspiré aussi par le gouvernement et par certains partis. Qu'ils soient au pouvoir ou pas, peu importe, mais des partis d'extrême droite qui ont pignon sur rue. Et on ne parle pas suffisamment de la Grande-Bretagne, puisque cette semaine, on a vu un nouveau rapport sur les actes antisémites en Grande-Bretagne 2017, un rapport publié par un organisme qui est un peu le parallèle du SPCJ en France et du BNVCA, quelque chose entre les deux. Et il se trouve que le chiffre des incidents réels, des incidents antisémites, a atteint un record historique, du jamais vu en Grande-Bretagne, alors que l'année dernière était également une année de record. Donc il y a une recrudescence documentée, outre-Manche, si j'ose dire, donc pour les Français, et de cela on ne parle pas suffisamment. Il y a donc en Europe, que ce soit en France, dans les rues de certains quartiers, en Grande-Bretagne, dans certains quartiers également, mais pas seulement, et puis dans des pays d'Europe de l'Est, une recrudescence indéniable des actes antisémites, du discours et du langage probablement aussi, mais c'est difficile de mesurer cela. Nous ne parlons que des incidents physiques. Il y a des pays où nous ne retrouvons pas ce genre de phénomène, mais ce sont des pays avec des toutes petites communautés, disons l'Italie, la Suisse, toutes petites communautés, donc et peut-être que cela explique le chiffre très bas des incidents. Mais là où il y a des communautés, de grandes communautés, dont Grande-Bretagne et la France, ou alors là où il y a une histoire de nationalisme militant et fasciste, comme en Pologne et en Hongrie, nous sentons que les choses ont pris une très très mauvaise tournure. Et au sein de l'Agence juive, est-ce que vous avez le sentiment que cela se traduit au sein des communautés juives locales, même s'il s'agit effectivement en Pologne et en Hongrie on va dire de petites communautés, d'une volonté de quitter, de venir en Israël, de faire son aliyah? Ou même alors et la question par exemple pour la Grande-Bretagne, elle se pose aussi. La question doit se poser pour chacun des pays que nous venons d'évoquer. Et curieusement, la réponse est non. Le niveau élevé de l'antisémitisme n'influence pas du tout les chiffres de la Aliyah. Et je suis presque tenté de dire que c'est le contraire qui est vrai. Alors examinons au cas par cas. Bon, pour la France, on a connu la très grande vague de ces dernières années, mais cette vague est en train de se retirer, de se tasser, de se rétrécir, tout à fait. L'année dernière, nous avons eu 3600, 3700 Olim de France. Après le record atteint de 7900, c'est évidemment moins important. C'est toujours important, mais beaucoup moins. De la Grande-Bretagne, il n'y a jamais eu de vague de Aliyah. On est toujours entre les 200 et 300 par an, ce qui n'est pas beaucoup. Hein.
En Hongrie, nous avons une grande communauté d'environ 100 000 personnes, très faible à l'IA. La petite communauté de Pologne reste stable. En revanche, des pays comme la Russie, alors c'est ironique peut-être de le dire, mais en Russie, les Juifs aujourd'hui ne sont pas inquiétés. Ils peuvent se promener dans la rue avec kippa, tzitzit, il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucun antisémitisme gouvernemental. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Pareil pour l'Ukraine d'ailleurs. L'Ukraine a ses propres problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémites, évidemment, il y a de l'antisémitisme historique en Ukraine, mais il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas d'incident, et certainement pas de la part du gouvernement, il n'y a pas de politique antisémite. Eh bien, les plus forts contingents de Olim aujourd'hui nous viennent encore et toujours de la Russie et de l'Ukraine. Et les chiffres sont à la hausse. Alors que, évidemment, l'antisémitisme n'intervient pas du tout dans ces cas-là. Donc, il faut se rendre à l'évidence, des pays où les incidents antisémites sont enregistrés de plus en plus ne donnent pas forcément une plus grande alia, et des pays où il n'y a pas de phénomène antisémite à proprement parler nous envoient de plus en plus de Olim. Eh bien, c'est un fait. C'est effectivement, il faudrait essayer de comprendre le paradoxe et je suis sûr que nous le savons lorsque nous discutons avec, par exemple, des gens comme des chercheurs comme Dov Maimon. Je suis certain que on s'y attelle, on essaye de comprendre un peu pourquoi finalement, eh bien, il n'y a pas de rapport de cause à effet à ce niveau-là. Ça sera très intéressant de savoir, de connaître les conclusions d'une telle enquête ou d'une telle recherche. En tout cas, merci beaucoup, Yigal Palmore, d'avoir commenté avec nous cette actualité brûlante autour de ce qui se passe en Pologne et de cette recrudescence de l'antisémitisme donc en Europe centrale et même en Europe de l'Ouest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Merci Daniel, Shabbat Shalom. Voilà, il est 8h27 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on retrouve Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.